Chaque semaine, nous interviewons un ancien salarié pour discuter de l'expérience du salariat, de l'entrepreneuriat et de son mindset, de la création de revenus automatiques et de ses obstacles, et de la quête de la liberté financière. Aujourd'hui, nous accueillons Priscilla, une femme au parcours unique qui, à 35 ans, jongle entre les rôles de salarié, freelance et entrepreneur. Son parcours a commencé dans la restauration rapide chez McDo avant qu'elle ne découvre le monde de la rédaction web en freelance. Un choix audacieux qui lui a permis de remplacer rapidement son salaire et de retrouver une liberté tant géographique que temporelle. Cependant, le chemin vers cette liberté n'a pas été sans embûches. Priscilla nous partagera ses défis personnels, le manque de discipline, le syndrome de l'imposteur, la difficulté à gérer son temps et surtout, comment elle a surmonté chacun de ces obstacles. Plus encore, Priscilla nous dévoilera ses astuces précieuses pour tous ceux qui aspirent à devenir freelance. Que votre objectif soit de compléter votre salaire ou de construire un pont entre le salariat et l'entrepreneuriat, ces conseils vous seront d'une grande aide. Elle nous décrira également sa manière de trouver des clients en tant que freelance, une tâche parfois décourageante mais cruciale pour la réussite. Alors préparez-vous pour une discussion authentique et inspirante. Faites-vous une bonne tasse de café ou de thé, installez-vous confortablement et plongeons ensemble dans le voyage de Priscilla, du McDo au freelancing, en route vers les revenus passifs. Préparez-vous à découvrir un parcours marqué par des hauts et des bas, mais avant tout par la résilience et la détermination. Donc Priscilla, merci d'être avec nous aujourd'hui. De rien. Donc tu as 35 ans, tu es assistante commerciale salariée, tu es aussi freelance et de ce que j'ai compris, apprentie entrepreneuse. Donc ma première question porte sur ça justement, c'est donc tu fais les trois à la fois et je me posais la question, pourquoi ces trois rôles en parallèle et quelle est justement ta vision court, moyen et long terme? D'accord. Alors, il faut dire que moi, donc ça fait 5 ans que je suis entrepreneuse. En tant que rédactrice web et à la base voilà, ça fait c'est tout récent en fait que j'ai repris un travail salarié, ce qui fait que voilà, je cumule, on va dire, le statut de salarié et d'entrepreneur. Mais voilà, disons que c'est pas le salariat pour moi, enfin c'est juste un passage temporaire. Voilà, ça n'a rien à voir avec le fait que j'ai envie de retourner dans le salariat, c'est plutôt en fait histoire voilà de faire une petite pause, de souffler pour mieux repartir après. D'accord, alors si je comprends bien, tu étais salarié au début, donc t'as fait combien de temps en tant que salarié avant? C'est ça, et j'ai commencé à travailler, c'était donc en 2011, quelque chose comme ça, et j'ai travaillé pendant à peu près jusqu'à 2015, ouais, donc c'est ça, à peu près pendant 5 ans, grosso modo. D'accord, là t'as 35 ans, t'es freelance depuis 5 ans, donc t'as commencé après à 25 ans, c'est ça? Oui, enfin c'est ça. En fait, j'ai dû commencer donc après mes études à travailler. Je devais avoir, je sais pas, 21 peut-être. Et puis j'ai travaillé un petit peu. J'ai eu des CDI. J'ai travaillé dans mon secteur d'activité. J'ai fait un BTS assistante de gestion PME PMI. Ok. Voilà, donc j'étais plus dans les bureaux. Voilà, et c'est vrai que c'était pas un métier en fait qui me plaisait, c'était pas un domaine que j'avais envie de faire toute ma vie. Et pour le coup, je savais pas du tout quoi faire. En fait, je suis partie là-dedans un peu par dépit. Ok, pourquoi t'es partie en fait? Qu'est-ce qui te plaisait pas dans le salariat finalement? Je dirais, j'ai vraiment eu un déclic. Alors, je dirais, il y a eu le fait que je sentais déjà que je me voyais pas faire ça toute ma vie. Clairement, je me suis dit, c'est pas possible. Faire ça jusqu'à la retraite, mais c'est pas possible. Enfin, comment les gens y font, en fait, je me trouvais pas normale. Et j'ai vraiment eu un déclic en fait quand je suis tombée enceinte de ma fille, où là en fait à l'époque, j'avais des horaires en décalé parce que je travaillais au McDo en tant qu'hôtesse d'accueil. Donc je précise à chaque fois, j'étais pas aux frites ni aux poubelles. Je m'occupais en fait de la satisfaction client dans les salles dans la salle et des anniversaires. Mais j'avais quand même des horaires en décalé, je travaillais le samedi, je rentrais tard le soir et je me suis dit c'est pas possible, je peux pas continuer comme ça, je vais avoir un enfant, il faut que ça s'arrête. Toi en fait c'était vraiment l'aspect horaire qui te dérangeait le plus dans le salariat? Ouais, pas trop de problèmes avec les patrons, tout ça? Si, aussi. Ouais, si, aussi, mais ça a vraiment été le déclic, le fait, l'organisation, quoi.
Ça a été vraiment le truc qui a fait que là, je me suis dit, il n'y a plus le choix. Il faut que ça s'arrête. Parce que tu t'es dit, du coup, j'ai envie de voir grandir mon enfant, j'imagine. Bah, c'est ça. Et puis même au niveau mode de garde, parce que mon conjoint a des horaires en décalé aussi, ce qui fait qu'on ne pouvait pas s'organiser. Enfin, au niveau des modes de garde, ça voudrait dire tout de suite des complications. Donc, je me suis dit, il faut que je change déjà. Donc, c'est soit je change, je trouve un nouveau travail en tant que salarié, ou soit que, quitte à changer, bah, autant complètement changer, en fait. Est-ce que tu as une anecdote à nous raconter pendant ta vie salariée, justement, un truc qui t'a vraiment... où tu t'es dit vraiment, là, alors, je parle pas du déclic, hein, mais un truc où tu t'es dit, là, vraiment, le salariat, c'est vraiment un mode de travail qui me convient pas, je veux pas faire ça, je veux pas faire ça jusqu'à la retraite, voilà. J'ai plusieurs trucs, mais une fois... voilà, je m'étais vraiment donnée à fond dans ce que je faisais. Franchement, voilà, enfin, parce que quand je m'investis quelque part, je m'investis vraiment, quoi. Je le fais pas à moitié. Et en plus, j'avais des retours positifs des clients, tout ça, donc c'était hyper encourageant. Et en fait, bah, c'était au moment de l'entretien et de la prime éventuelle, voilà, qu'on donne ou qu'on donne pas, hein, en fonction du salarié. Et moi, je m'attendais à l'avoir, en fait, parce que pour moi, j'avais coché toutes les cases, et pour le coup, bah, je l'ai pas eu, en fait. Je l'ai pas eu, et en plus, ça a été dans la façon d'annoncer la chose. Et je me suis dit, ok, mais là, en fait, ils me prennent vraiment pour... Enfin, voilà, quoi. Ouais, tu t'es senti humilié, en fait, par rapport au travail que tu avais fait, en fait. C'est pas possible, je me donne à fond, et voilà le retour que j'ai en échange. Ouais, le manque de reconnaissance, c'est assez fréquent, et même l'humiliation, en fait, des fois des patrons, tu vois. Enfin, je veux dire, toi t'es là, tu te donnes à fond, tu fais les choses bien, et souvent d'ailleurs les personnes qui nous suivent et qui nous écoutent, qui sont souvent justement des salariés qui veulent quitter le salariat, on a ce truc en commun d'être assez perfectionniste et cérébraux, c'est-à-dire que on pense beaucoup, on essaye toujours de faire du mieux qu'on peut, et en fait on se rend compte que des fois il y a des gens, tu vois, qui sont des tirs au flanc, qui eux vont juste faire un petit peu les gentils avec les patrons, faire du lèche-bot, et qui vont des fois avoir plus de gratification et de reconnaissance que nous, qui sommes vraiment impliqués dans notre boulot, qui faisons vraiment les missions. Et c'est là, en fait, souvent, on voit que le salariat, ça ressemble plus, tu sais, à une série où vraiment il faut être pote avec le patron, plus que vraiment un milieu où il faut travailler, où tu es vraiment gratifié sur les actions que tu fais. C'est ça. Donc du coup, je récapitule, tu as été salarié, tu es parti du salariat quand tu as eu un enfant, et tu es devenu donc... Alors je fais la distinction entre freelance et entrepreneur. Je sais pas si tu vois un petit peu la distinction que je veux faire par rapport au fait qu'il y en a où tu bosses vraiment pour des clients un peu comme dans le salariat, même si tu es quand même plus libre, et entrepreneur vraiment où tu vas mettre en place des projets plus automatisés. Donc là, je parle vraiment du freelancing. Tu t'es lancé comment et qu'est-ce que tu fais en freelance? Rédactrice? Oui, c'est ça. Je me suis lancée. Alors, juste pour revenir par rapport au déclic d'avant, donc il y a eu effectivement l'organisation, le fait que j'allais avoir un enfant et que je pouvais plus continuer. Mais faut aussi préciser que pendant les quelques années, en fait, on va dire pendant mes années salariat, je suis partie vivre au Canada pendant 2 ans avec mon conjoint. Et donc, je suis partie d'un côté à Vancouver en premier et après à Montréal. Et c'est vrai que là, en fait, ça m'a ouvert l'esprit, en fait, sur beaucoup de choses, parce qu'ils n'ont pas du tout la même notion de plein de choses. Ils n'ont pas la vision... ils ont une vision très entrepreneuriale, en fait, là-bas, quoi. C'est sûr que la mentalité est complètement différente. Et en fait, c'est vrai que quand on est rentré en France avec mon conjoint, j'ai repris le train-train, en fait, on va dire c'est comme ça. Et je me suis dit, c'est pas possible. Voilà, on a vécu une expérience de fou et on peut pas reprendre notre vie comme si que... Enfin, voilà, quoi, c'est pas possible. Donc, il y a eu vraiment ces deux aspects-là, en fait, qu'on fait que j'ai voulu me lancer à mon compte. Ok, il y a un truc qui m'intéresse et qui va intéresser beaucoup les gens qui nous écoutent aussi, c'est est-ce que alors tu dis que tu étais donc tu as fait un BTS, je me souviens plus ce que tu as dit, c'était gestion des entreprises, qui n'a finalement rien à voir avec le fait de faire de la rédaction web, et beaucoup de gens qui nous suivent justement ont le syndrome de l'imposteur, tu vois, le fait de se dire moi, devenir rédacteur, impossible, je sais pas faire, je suis pas assez bon, j'ai pas fait des études pour ça. Comment toi t'as dépassé ce truc-là? Est-ce que t'as eu le syndrome de l'imposteur? Et si oui, comment tu l'as dépassé? Je l'ai toujours. Ok. Je crois que c'est un truc qui va pas me quitter, ça.
Oui, bah en fait, on a toujours peur, hein, clairement. On a toujours peur. Après, je dirais la différence, c'est voilà, il y a des gens qui ont peur mais qui vont se lancer quand même, et il y en a d'autres bah, qui vont préférer rester dans leur zone de confort. Donc voilà, c'est vrai que alors comment j'ai fait, je ne sais pas. Je sais pas. Enfin, comme je te disais, j'arrivais en fait à une date butoir, donc pour me lancer, voilà, il fallait que je change. Après, je pense que c'est ça. Il fallait que je change en fait dans ma façon de faire. J'avais plus le choix. Après, je pense qu'en fait, j'ai pris les choses étape par étape. En fait, je crois que c'est ça. C'est bien d'avoir une vision un peu lointaine, mais pas trop non plus, parce qu'effectivement, si tu vois le haut de la montagne, bah, ça peut faire peur. Je pense que voilà, faut y aller step by step et puis dire ok, bah on voit, on avise et je veux dire, qu'est-ce qui peut t'arriver au pire des cas en fait, hein, c'est ça. Tu vas pas te retrouver à la rue du jour au lendemain. Il y a des étapes avant. Est-ce qu'on t'a fait ressentir justement que t'étais pas assez experte, professionnelle, pas assez bien quand t'as travaillé avec des clients? Non, honnêtement, franchement, j'ai eu quasiment que des retours positifs. Bon, après, forcément, il y a quelques clients, voilà, que, Bien sûr, bon, c'est voilà, ça jamais a pas parfait. voilà. Mais franchement, en règle générale, j'ai toujours eu des retours hyper positifs. Et moi, c'est vraiment moi, par contre, j'ai toujours ce syndrome de l'imposteur. On a beau me dire n'importe quoi, voilà. Alors après ça c'est normal, franchement on l'a tous. Enfin c'est normal de pas être toujours en terrain conquis. Genre moi je sais tout, moi je sais tout faire. On a tous des doutes sur plein de choses et c'est normal, on apprend tout le temps, tu vois. Mais c'est juste qu'en fait, ce syndrome de l'imposteur tel que je le décris, c'est vraiment cette phobie de pas être assez bon, de toujours se dévaloriser. Et en fait, c'est super dommage parce que ça gâche des convictions. Tu vois, des gens qui voudraient devenir freelance. Il y en a plein qui voudraient justement commencer à gagner de l'argent hors du salariat, même en tant que freelance, et qui ne le font pas parce qu'ils se disent bah moi, je suis pas capable. Alors qu'en réalité, il n'y a pas besoin de diplôme, quoi. En fait, si tu as une orthographe correcte, que tu as une expression correcte et que tu aimes faire ça, tu peux largement apprendre, quoi. C'est ça. Comme je disais, ok, moi en fait, je travaillais au McDo en fait avant. Donc, et c'est vrai que quand j'ai commencé la formation, parce que j'ai suivi une formation donc en rédaction web, quand j'ai commencé la rédaction, c'est vrai que j'ai eu ce syndrome, on va dire, de l'imposteur qui m'est venu en pleine figure, parce qu'effectivement, bah dans ma formation, il y avait des gens qui avaient des bacs plus, je sais pas combien, littéraires et tout ça, et moi je ne lis jamais de livres. Voilà. En plus, en fait, quand j'étais petite, voilà, j'adorais tout ce qui était français, livres, mais c'est vrai que maintenant, je ne lis plus. Donc c'est vrai que voilà, je sortais du McDo, je me suis dit ok, est-ce que je vais y arriver? Après bon, finalement j'ai très vite compris, j'ai très vite su mettre mes atouts en avant. Après, de toute façon, un bon rédacteur web, c'est pas juste une personne qui va écrire avec la plume de Shakespeare. Hein. C'est une personne qui est capable de répondre à un besoin, à aligner des idées, être un peu créatif. Mais globalement, c'est pas non plus des compétences qui sont extrêmement élevées. Quoi. T'as pas besoin d'avoir d'un doctorat en littérature pour ça. Quoi. C'est ça. En fait, il faut surtout se mettre à la place de la personne qui lit, donc une personne lambda finalement. C'est ça. Et du coup, bah, pour revenir sur l'expérience freelance, qui m'intéresse beaucoup, quels sont pour toi les avantages et les inconvénients d'être freelance? Alors, je dirais, pour moi, le freelance, je dirais, c'est une sorte de passerelle entre le monde du salariat et le vrai entrepreneuriat, comme j'appelle ça. Voilà, enfin, je fais une petite parenthèse sur cette explication. En gros, c'est ça. Quand tu es salarié, enfin, en gros, tu as l'impression que le fait d'être entrepreneur, et ça englobe aussi le freelance, bah forcément, tu vas être libre, c'est trop bien, c'est génial et tout. Sauf qu'au bout d'un moment, bah, on se rend compte, alors tout dépend après de la position que tu prends, mais on se rend compte que c'est pas forcément ça non plus. Voilà. Et après, je dirais donc ça, c'est un des. Alors, je vais commencer par les avantages quand même du freelancing. Les avantages, c'est que justement, bah, tu te sens, quand tu sors du salariat, tu te sens libre. Effectivement, dans un premier temps, tu as cette notion de liberté. Tu peux choisir tes clients, fixer tes tarifs comme tu veux, choisir tes horaires. Ça, c'est un gros plus. Et bah, au fur et à mesure, après, il y a quelques inconvénients qui commencent à arriver. Dont voilà le fait de ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que
attention à la position que tu prends par rapport à tes clients. Parce que avec certains clients, voilà, en fait, moi, je vois vraiment ça comme un partenariat d'égal à égal. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de freelances qui se lancent en pensant que oui, ça y est, voilà, je vais être libre et tout. Et en fait, bah, c'est un peu du salariat déguisé, quoi. Parce qu'au final, s'ils travaillent surtout en particulier avec des agences, on va leur dire, bah voilà, moi, je veux ça, 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 ça. Et bah non, ça va pas comme ça, etc. Et au final, bah, ils obéissent aux ordres, un peu comme un patron, quoi. Donc, voilà, disons que tout dépend de la position que tu prends en tant que freelance. Ouais, je suis d'accord. Ouais. C'est vrai que la meilleure position à avoir, c'est vraiment, comme tu dis, d'égal à d'égal. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de relation subordonnée. Sinon, comme tu dis, c'est du salariat déguisé. Il faut vraiment que tu puisses travailler avec plusieurs clients. Ça, c'est important. Que ce soit pas juste un qui te prend tout ton emploi du temps. Sinon, là, tu es complètement dépendant d'une personne. Après, voilà, bon, les avantages dont tu n'as pas parlé, mais qui est quand même important, c'est le fait de travailler en remote. Tu peux bosser d'où tu veux sur la planète. Les horaires, c'est bien, mais franchement, le fait de ne pas avoir le trajet à faire aussi, c'est bien. Effectivement, vu que tu choisis tes tarifs, souvent, tu es quand même mieux rémunéré. Après, tu as moins de protection sociale, mais l'un dans l'autre, on va dire que tu gagnes mieux. Après, ça dépend avec qui tu bosses, où est-ce que tu cherches tes clients, évidemment. Voilà, donc là, toi, tu recommanderais à un salarié qui veut faire la transition de devenir freelance? Ouais, moi, je pense que c'est une bonne transition à faire. Après, c'est pas un passage obligatoire, hein, bien sûr. Hein, tu peux passer directement de... Voilà. Mais pour moi, je trouve que c'est un moyen de découvrir ce que c'est que l'entrepreneuriat. Voilà, moi, je vois vraiment ça comme des niveaux, en fait, des paliers. Et c'est pour ça que là, justement, je suis entre le palier... En gros, il y a le salariat, le palier 1, le freelance, palier 2, et l'entrepreneuriat, palier 3. Et moi, je suis entre le 2 et le 3, en gros. Ok, top. Et là, aujourd'hui, du coup, tu as des clients en tant que freelance? Oui, voilà, c'est ça. Donc, j'ai des clients toujours en tant que rédaction, dans la rédaction web. Ce que je t'ai pas dit aussi, c'est que j'ai développé des compétences dans le closing également. Ok. Donc voilà, je me suis formée à ça. Et tout ce qui est autour du marketing digital. Et puis, c'est ça. Donc, je continue mes missions en tant que freelance et je développe mon activité. Comment tu trouves tes clients? Je pense qu'il y a des gens qui pourraient être intéressés de savoir s'il y a des plateformes, est-ce que tu démarches? C'est intéressant, ça. Oui, bah, je dirais il y a plusieurs méthodes. Alors déjà, si tu sors d'une formation, je dirais d'une bonne formation, hein, souvent, voilà, t'as des opportunités d'emploi, en fait, souvent dans les groupes Facebook, tout ça, du formateur. Donc, c'est vrai qu'entre, voilà, on s'échange, on va dire, les bons plans. Ok. Après, bah, bien sûr, faut démarcher, je dirais, aller voir sur Internet. Tu démarches, tu vas au culot, quoi. Et après, bah, bien sûr, par les réseaux. Le réseau est extrêmement important, en fait. Je pense que quand on est à son compte, c'est important d'être bien entouré, d'être visible, de se faire connaître. Et parce que même si la personne, sur le moment, elle n'a pas besoin de tes services, eh ben, elle peut avoir besoin dans quelques mois, dans un an. C'est vrai. C'est important toujours d'avoir son petit réseau. Et quand tu démarches quoi? Des sites, des agences, des... En principe, c'est des sites. Voilà, je regarde un petit peu les sites, je vois sur quel point il peut y avoir des axes d'amélioration. Ok. Et à ce moment-là, j'envoie un mail à la personne en lui disant, bah voilà, ça serait bien, voilà, c'est très bien, mais ça serait bien qu'il y ait ça, 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 et puis voilà. Ouais, je leur propose en fait de la rédaction d'articles de blog, classiquement. Oui, Ok. c'est ça. Ouais. Après, je peux faire aussi des fiches produits également. mais voilà. Ok. 3 rôles en parallèle, c'est quand même un rythme à tenir. Comment tu gères ton temps? Oula. On va dire le matin. Donc, je travaille à mi-temps en tant que salarié, donc le matin. D'accord. L'après-midi, c'est consacré à mes missions de freelance. Aussi, bah, le week-end. Après, je travaille le week-end, donc c'est sûr que, clairement, j'ai pas de jour de congé. Mais moi, ça me dérange pas, en fait, parce que j'aime ce que je fais. Donc, pour moi, j'ai pas spécialement besoin, en fait, je ressens pas ce besoin-là. Ouais, à part le matin, en vrai, le reste, tu aimes ce que tu fais, quoi. Ouais, c'est ça, en fait. Mais oui, c'est ça. Il y a vraiment juste le matin. Et c'est vraiment rigolo, d'ailleurs, hein, parce que je vois la différence, le fait que je sois retournée dans le salariat pendant un petit moment, ça va être provisoire. Je vois vraiment la différence au niveau
état d'esprit. Enfin, voilà. Il y a beaucoup de changements en fait. J'ai pas mal d'anecdotes à te raconter. Alors, je sais pas si je t'en parle ou pas. Vas-y, parle-moi d'une anecdote, vas-y, je t'en prie. Ok. Je dirais, le truc le plus parlant, je dirais, c'est que avant, j'étais pressée d'être le lundi. Voilà, j'étais contente. Et dès qu'on arrivait le vendredi soir, ah non, c'est déjà le week-end. Et en fait, depuis que je suis retournée dans le salariat, je me dis, vivement le week-end. Donc voilà, ça c'est très parlant en fait. Ouais, c'est clair que quand t'es entrepreneur, limite, des fois, comme tu dis, tu bosses à des heures vraiment hallucinantes. Les gens, des fois, ils te regardent bizarre, mais tu prends pas de repos, tu t'as pas envie de te poser ce week-end et tout. Et en fait, toi, t'as tellement pas l'impression de travailler, c'est tellement une passion, en fait, pour les gens qui aiment l'entrepreneuriat que, en fait, les gens comprennent pas qu'on puisse bosser presque plus qu'eux parfois. Mais c'est vraiment des heures de qualité, quoi. Parce que il y a une différence entre bosser 10 heures dans un bureau où tu te fais chier et que t'aimes pas les gens et compagnie, et vraiment bosser 10 heures pour ton business où vraiment tu aimes, tu construis quelque chose qui va te durer sur le long terme, qui va te rapporter de l'argent. C'est le jour et la nuit en fait. Et je pense que tu valides ça à 100%. C'est clair, le fait d'être retourné dans le salariat, je le vois. Hein, voilà, je suis là le matin sur mon ordinateur, je me dis mais je travaille pas pour moi là. Mais bon voilà, après c'est comme ça, c'est voilà, je pense qu'il y a pas de honte parce que c'est pareil, je me suis posé beaucoup la question avant de retourner dans le salariat, je me suis dit c'est vrai que ça peut être vu comme un échec un petit peu, mais je pense que c'est pas un échec à partir du moment où t'abandonnes pas tes projets. Tout à fait. Ouais, c'est ça. Donc, si ça peut me permettre de développer mon activité à côté, ok, à ce moment-là, voilà. Toi, tu l'as fait en fait pour la sérénité financière, c'est ça? Ouais, plus pour ça, ouais. C'est ça, pour me dire, ok, moi, là, ma priorité, c'est de développer ma chaîne YouTube. Ok. Et de passer donc au palier supérieur. et voilà, ne plus me sentir prisonnier, on va dire, parfois de certains clients, de certaines missions. Voilà, donc, je me pose, voilà, j'ai une certaine stabilité financière, un minimum. Je me pose un petit peu et j'ai ma tête libre pour mon activité. Ok. Alors, moi, j'ai un petit peu fouiné avant l'interview et j'ai vu effectivement que tu avais une chaîne YouTube. Ça, voilà. Donc, je suis un peu spoilé sur le sujet. Mais justement, je vais te demander des détails. Quelle est cette chaîne YouTube? Qu'est-ce que tu fais dessus? Quel est le projet? Est-ce que tu veux faire de l'infoprenariat? Comment tu comptes te rémunérer? Dis-moi tout. Donc, cette chaîne, elle s'appelle Je me lance sur le web. Donc, c'est destiné à toutes les personnes qui veulent en fait créer leur business en ligne, soit qu'ils en ont marre de leur travail ou ils veulent gagner plus d'argent. Ils veulent surtout multiplier aussi leurs sources de revenus. Et donc, voilà, je les aide. Alors, pour l'instant, je ne vends rien. C'est juste des vidéos que je fais régulièrement. Mais c'est vrai qu'à l'avenir, je souhaite créer ma formation en ligne. D'accord. Autour de ça. Alors pour ceux qui connaissent pas l'infoprenariat, je fais une petite parenthèse. Donc en fait, ça consiste à créer soit une chaîne YouTube, soit une page Instagram, soit en fait n'importe quel format. Ça peut être un blog aussi. D'ailleurs, le blog, c'est ce que je préconise pour le côté très passif et propriétaire de la solution. En gros, on donne des conseils sur un sujet divers et varié. Donc là, Priscilla fait tout ce qui est génération de revenus. Qui n'est pas d'ailleurs la thématique la plus simple, hein. Tu t'es attaqué à quelque chose d'assez costaud. Mais voilà, en fait, n'importe quelle passion qu'on peut avoir, n'importe quelle compétence qu'on a, ou même des expériences douloureuses qu'on a pu vivre dans notre vie, peuvent être transformées en infoprenariat. Ça consiste à partager des idées, des conseils, des méthodes, et de se faire rémunérer pour son savoir parce qu'on a déjà fait quelque chose que quelqu'un veut faire. Et donc, c'est un mode assez populaire sur Internet pour gagner de l'argent, mais ça marche encore très bien. Il y a encore de beaux jours devant parce que aujourd'hui, c'est une forme d'influence en fait. Tu peux être influenceur. Je sais pas, toi, donc tu veux te rémunérer avec des formations, mais est-ce que tu as d'autres moyens aussi en tête? L'affiliation également. Là, d'ailleurs, voilà, j'ai suivi une formation dans l'affiliation et donc j'ai également parce que je collectionne un peu toutes les formations. Hein, ça, j'adore apprendre en fait. Et du coup, voilà, ce qui fait que je suis apte à conseiller là-dessus. Ok, bon voilà, l'affiliation aussi, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, ça consiste en fait à faire la promotion d'un produit ou d'un service et en gros de toucher une commission quand une personne va adhérer, par exemple, je sais pas, l'ouverture d'un compte bancaire chez Boursorama et hop, dès que quelqu'un ouvre un compte, toi tu touches de l'argent, ce qui te permet de te rémunérer sans faire payer la personne, l'utilisateur final, donc juste en donnant des conseils, quoi. Et donner des conseils et être rémunéré pour ça, c'est quand même plutôt cool parce que vraiment...
c'est complètement passif, quoi. Une fois que la personne voit ta vidéo, et la personne qui la verra dans 10 ans, la vidéo, elle pourra te rapporter encore de l'argent. Donc, ok. Et là, c'est à quel état ce projet? C'est état d'embryon? Ça a bien avancé? T'as des abonnés? Comment ça se passe? Alors, mes abonnés, alors là, pour l'instant, j'en ai pas des masses. Faut dire ce qui est, mais je ne lâche rien, hein, on y croit. Donc, oui, voilà. Enfin, après, je suis assez régulière, en fait, dans ce que je fais. Donc, voilà, c'est qu'une question de temps. Après, je pense que ça sert à rien que je crée un produit tout de suite avant que j'ai une petite audience quand même. Je développe mon audience. Après, si en parallèle, là, du coup, il faut que je m'occupe des vidéos pour l'affiliation, parce que ça, je peux quand même le faire. Mais ma formation, je pense que ça sera, ça sera fin d'année, voire début d'année 2024. Ok, ouais, donc tu le prends vraiment tranquille, en fait. Tu fais un marathon et pas un sprint, hein, comme on peut dire. Voilà, c'est en gros, t'es salarié pour assurer tes arrières. Pourquoi? Parce que freelance, en fait, ça te rapportait pas assez, ou parce que tu voulais avoir une meilleure sécurité? Si, en fait, si. Après, mes revenus étaient vraiment en dents de scie. Il y a des mois où je gagnais très bien, des mois, par contre, où c'était la misère. Le problème, c'est, comme je te dis, ces derniers temps, j'ai eu, en fait, un manque de productivité immense. Suite à ma deuxième grossesse. J'ai l'impression qu'à chaque grossesse, il y a une étape. Bon, j'ai que 2 enfants, je compte m'arrêter. Mais ouais, c'est ça. J'ai l'impression que ça fait vraiment un déclic. Et c'est il y a 2 ans, du coup, mon petit dernier a 2 ans. Voilà, j'ai eu envie en fait de passer donc au level supérieur. Et du coup, ce qui fait que j'étais plus assez productive, j'étais plus motivée par ce que je faisais, quoi. Et du coup, forcément, financièrement, ça suit en fait. Hein. Ok. Oui, t'es moins productif, donc tu gagnes moins en freelance, donc il faut retrouver une solution plus contraignante comme le salariat. Ok. C'est ça. Et parfois en plus, et plus tu as du temps, plus tu vas mettre du temps à faire les choses. Alors là, je me dis, ça se trouve, en cumulant salariat et puis mes missions, ça se trouve, je gagnerais autant. Exactement, j'en parlais avec mon interviewé précédent, on disait je sais plus comment s'appelle ce concept, j'ai pas regardé, mais en gros c'est plus t'as de temps pour faire quelque chose, plus tu vas mettre de temps. Alors la qualité sera peut-être meilleure, mais pas proportionnellement. Tu vois, c'est que si je te dis t'as 1 heure pour faire un truc et que je te dis t'as 10 heures, tu vas faire peut-être quelque chose qui est assez similaire, sauf qu'il y en a un où tu auras vraiment tout fait pour le finir en 1 heure. Donc des fois avoir des trop gros délais, c'est pas forcément une bonne chose pour l'entrepreneur. Il faut trouver l'équilibre, on va dire. Donc tu me parles du stress de la productivité. Je crois que c'est ça, hein, c'est vraiment de la productivité. Oui, ouais. Ok. Est-ce que tu peux m'en dire plus sur ce concept-là? Comment il se manifeste chez toi? Alors, beaucoup de procrastination en fait. Voilà, je procrastine beaucoup, j'ai du mal à me mettre dedans. Et après, voilà, j'ai tendance aussi à être happée à droite à gauche, voilà, un peu comme tout le monde, hein, par les réseaux, tiens, une vidéo par rapport à mon propre business aussi, surtout à moi. C'est-à-dire que je travaillais en tant que freelance. Et j'avais une idée, je pensais à mon activité, en fait. J'avais la tête dans mon activité, en fait. C'était ça le problème. Donc, j'imaginais, en fait, voilà, le futur et j'arrivais pas à être focus sur ce que je faisais. Donc, du coup, forcément, la journée passe. Et puis, à la fin de la journée, la culpabilité de pas avoir avancé comme on voulait. En plus, avec 2 enfants en bas âge, ça rajoute voilà, un petit stress parce qu'on se dit clairement à 5h30, là, j'ai pas le choix, il faut que j'arrête. Oui. Voilà. Donc, c'est sûr que concilier les deux, en plus, être maman et puis entrepreneur. Ouais, et procrastiner un petit peu, ça aide pas, quoi. C'est-à-dire que si t'as ça plus les enfants, alors là, t'es foutu, quoi. Ok, bon, alors en tout cas, c'est vrai que la procrastination, c'est intéressant comme sujet. J'en ai pas encore parlé et c'est vraiment, je pense que ça touche beaucoup de gens. Comment toi, t'as réussi à dépasser, si tu as réussi à le faire, cette procrastination? Quelles sont tes méthodes, tes conseils? Alors, moi, en fait, je dirais, la première des choses, c'est de se demander pourquoi on procrastine, en fait. Parce que le gros problème, c'est que souvent, on a des conseils, finalement, tu procrastines, il suffit d'enlever les notifications de tes réseaux, il suffit de faire ça. Alors ça, je suis d'accord avec ça. Sur le coup, je suis d'accord. Sauf qu'il faut se demander pourquoi tu procrastines. Parce qu'au final, moi, je me suis rendu compte que c'est pas parce que juste j'avais un petit élan de démotivation. Non, c'est parce que j'avais envie de passer à autre chose. Donc là, j'avais beau faire toutes les choses, les meilleures astuces du monde.
ça n'aurait pas résolu le problème. Donc déjà, de se demander, voilà, pourquoi on procrastine. Est-ce que c'est juste une fatigue passagère? Est-ce que... Enfin, voilà. Et après, trouver des solutions en fonction de ça. Mm. Ouais, en fait, c'est vrai que souvent, la procrastination, ça vient d'un nœud émotionnel. Et en fait, je sais pas si c'est pareil pour toi, mais moi, quand j'étais salarié, la seule raison pour laquelle je me levais le matin, ou j'arrivais à l'heure le matin, ou je faisais tel projet dans les temps, c'est parce que j'avais peur de me faire engueuler. Tu vois, j'avais peur qu'on me vire, qu'on me dise Johan, t'as pas fait le travail, merci, au revoir. Et c'était vraiment la peur du patron, tu vois, qui me faisait bosser. Et effectivement, là où c'est difficile pour les salariés qui veulent devenir entrepreneurs, c'est quand ils quittent le salariat, qu'ils ont plus cette personne qui dit tu fais ça, tu fais ci, qui se retrouvent seuls avec 24 heures dans leur journée et qui doivent gérer chaque heure de cette journée et ils font ce qu'ils veulent. Donc effectivement, comme tu dis, entre TikTok, Instagram et le travail sur l'ordinateur pendant 4 heures, bah, le choix il est vite fait, tu vois, c'est le choix de la facilité. Et donc, il faut se reconditionner mentalement pour déjà, comme tu dis, réussir à pas se faire happer par toutes les distractions et aussi à travailler pour soi et plus pour quelqu'un. Mais surtout, souvent, c'est donné émotionnel. Moi, je sais qu'à une époque, j'ai procrastiné, j'étais incapable d'avoir de la discipline. C'était avant les 3 libertés, tu vois, pour te dire. Parce qu'en fait, il y avait toujours cette attente du résultat. Tu vois, j'étais focus sur le résultat. Et je sais pas si tu as eu ce problème aussi, mais vraiment, si tu te focalises sur le résultat, tu peux pas tenir en fait un entrepreneuriat. Parce que au tout début, quand tu lances ta chaîne YouTube, j'imagine que t'as pas les résultats que tu veux encore aujourd'hui. Non. Donc si tu te cales sur ça et que tu dis bah, ça marche pas, j'arrête, bon ben en fait tu lanceras jamais rien dans ta vie en fait. Faut y aller étape par étape quoi. Comme je disais, faut pas regarder tout en haut. Faut dire voilà, je fais et puis le plus important voilà, c'est la régularité. Exact. Et on avance et on se compare pas aux autres. Ouais, c'est vrai. Accepter la traversée du désert et surtout comme tu dis en fait, si tu fais un pas après l'autre, c'est impossible que tu n'arrives pas au bout de la montagne en fait. Si tu fais des pas à l'infini dans la direction où tu veux aller, c'est inévitable que même si c'est un pas par jour, tu arriveras en haut un jour, tu vois. Ouais, donc c'est clair qu'après plus t'en fais, mieux c'est, mais c'est pas une fin en soi d'aller vite ou d'avoir des résultats tout de suite. Non, c'est ça. Et puis même voilà, même si tu as un travail à temps plein, je veux dire si tu te libères 1 heure par jour. Et il y a moyen de trouver des solutions. C'est toujours ça de prix. Et au final, au bout du mois, enfin, voilà, tu auras avancé. C'est clair. Quel est ton plan pour atteindre la liberté financière ? Est-ce que tu peux me parler de tes projets d'avenir ? Alors, tu m'as parlé d'une chaîne YouTube, de l'infoprenariat. Est-ce que tu as autre chose en tête que tu veux faire ? À l'avenir, j'aimerais bien investir aussi parce que moi, mon objectif, c'est vraiment aussi de multiplier mes sources de revenus parce que je pense que clairement, c'est un peu la clé. C'est un peu la clé, qu'il vaut mieux pas compter sur la retraite ou quoi que ce soit parce que sinon, voilà. Après voilà, j'aimerais bien investir, donc j'avais déjà investi dans un studio, enfin que je loue, mais c'est vrai que j'aimerais continuer également. J'aimerais essayer la bourse aussi, chose que je ne connais pas. Pourquoi pas les cryptos peut-être après, je ne sais pas. Et après effectivement peut-être envisager d'autres sources de revenus. Après je sais pas, il y a les e-books, enfin voilà. Les idées ne manquent pas hein, concrètement, donc. Ouais, et puis l'avantage, c'est que quand tu es sur un business d'infoprenariat, tu peux multiplier en fait ce genre de trucs parce que un e-book, c'est totalement compatible avec, de l'affiliation aussi, même du e-commerce des fois. Donc, si tu veux, le fait d'avoir une plateforme avec des gens qui te suivent pour un sujet, ça te permet d'avoir une multitude de produits et services que tu peux vendre derrière et donc te rémunérer de plein de façons différentes. Donc, je pense que c'est un bon moyen, effectivement, les livres et compagnie de gagner ça. Et ton but, c'est quoi en fait ? C'est de remplacer ton salaire, d'avoir un complément, de carrément avoir l'abondance même, pourquoi pas ? Non, c'est pas vraiment le rêve du millionnaire ou quoi que ce soit. Non, c'est vraiment pas ça. C'est juste vivre, confortablement, enfin sans regarder les prix en fait au magasin quand t'achètes quelque chose. Juste ça et ne pas dépendre que d'un seul revenu en fait. Et c'est surtout ça. Enfin, moi je m'en fiche après d'avoir une belle vie, une belle voiture et tout ça. C'est juste vivre simplement, sans me prendre la tête et ne pas avoir peur en fait d'être dans une prison en fait, d'être enfermée. Parce que voilà, je suis quelqu'un qui aime bien, en plus j'aime bien, j'ai un profil un peu multipotentiel, donc j'aime bien essayer plein de choses. Voilà, j'ai d'ailleurs tendance un peu à me disperser des fois, donc c'est un peu ça aussi. Faut que je me focalise aussi. Et d'ailleurs, alors c'est très bien tous ces petits projets, mais par contre c'est important de faire un projet par un projet quand même. Ouais, d'accord. Parce que sinon, voilà, c'est le syndrome de l'objet brillant, quoi. Ah ouais, mais moi, comme je le dis souvent, tu sais, les 3 libertés à 3 ans maintenant, je l'ai lancé en
même janvier 2020. Non, mars 2020, je crois. C'était vraiment le Covid, en fait. Et j'ai mis 1 an avant de commencer à gagner vraiment des bons revenus, tu vois. C'est-à-dire que vraiment, la première année, ça se comptait en centaines d'euros. Et pourtant, c'est à ce moment-là où vraiment j'étais à fond et j'étais focus que sur ce projet-là. Tu peux pas lancer 10 projets à la fois, sauf s'ils sont peut-être de même nature, tu vois. C'est-à-dire si tu as 2 boutiques e-commerce, à la limite, tu peux jongler entre les deux. Mais si tu as un blog et une chaîne YouTube, c'est dur d'avoir les deux à la fois. Ton focus, il est limité. Après, tu peux faire moitié-moitié, mais les deux vont avancer moins vite que si tu t'étais focus à 100%. Donc effectivement, je te rejoins sur cette idée-là. Après, voilà, l'idée des petits projets rentables, c'est qu'ils sont vraiment petits. Une fois que tu as fait le livre et que tu l'as publié sur Amazon, tu peux passer sur un autre 1 mois plus tard, puis sur un autre, puis sur un autre. Donc tu peux jongler un petit peu. Et c'est pas mal pour les gens comme toi qui ont un besoin de diversité, tu vois, qui ont besoin tout le temps de se renouveler, qui s'ennuient quand c'est trop redondant, similaire et compagnie. Non, mais je sais, hein, je te suis de près, ne t'inquiète pas. Je m'inquiète pas. Voilà, et du coup je vais terminer cette interview avec une question qui est intéressante, parce que tu as l'air d'avoir un parcours qui correspond à pas mal de gens, enfin en tout cas je sais que l'audience va se reconnaître en toi. Est-ce qu'il y a des ressources, et quand je dis ressources je parle de livres, podcasts, mentors, qui t'ont aidé ou inspiré dans ton parcours d'entrepreneuriat et pourquoi pas même de freelance? Oui, c'est ça. C'est ça. Après, bah moi, je regarde énormément de vidéos YouTube. Alors, je suis pas trop livre du coup parce que, parce que c'est pas l'envie, c'est juste voilà un manque de temps, on va dire ça comme ça quoi. Pas la priorité. Et puis voilà, je regarde beaucoup de chaînes YouTube, voilà des gens qui m'inspirent, certaines personnes notamment. Après, c'est vrai qu'il y a eu des belles rencontres aussi pendant mon parcours entrepreneurial. Donc ouais. Donc voilà, après je sais pas si je peux les citer ou Ah pas. ouais, bien sûr, tu peux citer. C'est la question, hein, justement, c'est avoir des noms, des podcasts, des vidéos, des sites, peu importe, tu vois. Ouais, alors je dirais en tant que personne, il y a eu Maxence Rigotier qui m'a vraiment aidé, qui m'a vraiment porté. Parce que voilà, ça a été un de mes clients pendant un moment. Et puis c'est vrai que voilà, il m'a pas mal aidé. Et voilà, et pour ça, c'est vrai que je lui en suis très reconnaissant. Et je sais que voilà, c'est en général quand j'apprécie quelqu'un, je suis pas du genre à, à lâcher le truc. Donc voilà. Ensuite, oui, il y a toujours des chaînes, qui m'inspirent effectivement. J'aime bien ta chaîne, je dirais. Voilà, je la regarde beaucoup. Après, je dirais Rachel Finance aussi que j'aime beaucoup. Je sais pas si tu en as entendu parler. Ouais. Après, Chloé Bloom. Ça me parle. Ouais, Chloé Bloom, voilà, tout ce qui est développement personnel, tout ça, parce qu'il faut savoir que le mindset, le développement de l'esprit, c'est hyper important quand on entreprend. Donc effectivement, je pense que c'est quelque chose sur lequel il faut se concentrer. C'est quoi pour toi le mindset de l'entrepreneur? Comment tu le travailles? C'est vraiment, pour moi en fait, là, j'ai vraiment découvert le développement personnel en même temps que l'entrepreneuriat, quoi, finalement. Et pour moi, c'est vraiment indissociable. Donc, je dirais, voilà, il y a des qualités. En fait, c'est comme si que c'était des qualités qui étaient cachées en nous et qui ressortent après. Par exemple, le fait de ne rien lâcher, justement, d'être toujours persévérant, le fait de toujours voir, enfin, pas toujours, mais voilà, d'être dans l'optique optimiste, d'être patient aussi. Ouais, ça va avec la persévérance au final, hein. C'est vrai qu'en fait, quand tu deviens entrepreneur, l'abandon ne devient même plus une option, en fait. C'est-à-dire que c'est même pas genre, il faut que je m'accroche pour pas abandonner. C'est que vraiment, quand ça marche pas, t'as complètement ton mindset qui te dit, non, en fait, pourquoi j'abandonnerais? Non, il faut que je trouve une solution. Tu vois, c'est ça, en fait, le mindset de l'entrepreneur. J'ai l'impression, hein. C'est ça, et je pense que c'est vraiment... À mon avis, je pense que ça doit être des qualités que t'as au fond de toi et que finalement qui ressortent en fait après, quoi. Ouais, c'est vrai. Parce que tu les soupçonnes pas quand t'es salarié parce qu'on t'en as pas besoin en fait. Bon, en tout cas, très intéressant. Est-ce que toi, t'as quelque chose à rajouter, un petit mot de la fin, un truc que tu veux nous dire, partager? Je dirais, si vous êtes pas heureux en fait dans votre situation actuelle, faut pas rester, quoi. Faut pas subir en fait. Enfin, moi, mon slogan, c'est un peu agir plutôt que subir.
C'est vraiment ça. Enfin, après, c'est pas forcément le salariat, c'est le mal, l'entrepreneuriat, c'est le bien. C'est juste, en fait, que si t'es fait pour le salariat, c'est OK. Mais si, en fait, tu sens que t'as envie de changer, bah, vas-y, quoi. Enfin, ne reste pas dans une situation qui te convient pas, parce que la vie, elle est courte et on ne sait pas, en fait. Ça peut s'arrêter à tout moment. Enfin, je veux pas être pessimiste, mais clairement, vas-y, lance-toi, en fait. Ah, il y en Et a des histoires sordides en plus comme ça, hein, des gens qui travaillent jusqu'à 58, 59 ans et qui, bam, du jour au lendemain, s'en vont alors qu'ils n'ont jamais vraiment profité et qui comptaient sur la retraite. Donc, je te rejoins à 100% sur cet état d'esprit. C'est que si tu as envie de faire un truc, que tu sens que t'es pas à ta place, comme on dit, t'es pas une plante verte, alors déplace-toi, tu vois. T'as le loisir de pouvoir marcher, de pouvoir aller où tu veux. Donc, reste pas dans cette boîte si ça te plaît pas. Quitte c'est à ça. changer Et de puis, boîte même, tu vois, avant même de devenir entrepreneur, si tu veux une transition. c'est ça. Et puis, il faut pas attendre, je veux dire, qu'il soit trop tard. Faut pas attendre un burn-out. Faut pas attendre. Enfin, non, c'est non. Oui, parce qu'après, c'est encore plus dur de se relever. Quand tu as fait un burn-out, après, tu as besoin de guérir de ce burn-out, du temps supplémentaire où tu n'es pas productif, où tu ne crois plus en rien, et donc c'est compliqué de sortir de ça. Effectivement, si tu attends le burn-out pour partir, bah, tu es sûr que tu vas rester longtemps salarié parce que le temps de te remettre, il va s'en passer du temps. Bon, en tout cas, merci Priscilla pour cette belle interview, des réponses très intéressantes. Ça va beaucoup intéresser les gens justement qui veulent passer par l'étape freelance avant de devenir entrepreneur. Projet intéressant, j'espère que tu vas arriver au bout de tes objectifs. Et puis moi, bah, écoute, je te dis à bientôt du coup. Ok, bah merci à toi du coup. Et puis bah ok, ça marche. À bientôt. À bientôt.